Bonjour à tous et merci d'assister à cette nouvelle édition de notre événement ATéchelle. C'est un grand plaisir de vous voir réunis ici et je le dis pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Je dis déjà que je voudrais accueillir tous ceux qui sont ici physiquement présents rue de l'Échelle et également tous ceux qui se sont connectés en direct ou en replay sur YouTube. Notre discussion aujourd'hui va porter sur une source de droit qui irrigue l'application du droit dans l'ensemble des États qui sont partis à la Convention européenne des droits de l'homme, et donc par conséquent également qui irrigue la pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence, particulièrement dans le domaine répressif. Il s'agit des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Pour en discuter, je suis très heureux d'accueillir rue de l'Échelle Mathias Guyomard, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, après une carrière éminente, notamment au Conseil d'État et notamment comme président de chambre à la section du contentieux du Conseil d'État, ce qui vous donne un double angle dans cette discussion, vos fonctions actuelles de juge à la Cour européenne des droits de l'homme, mais également vos fonctions précédentes de juge national chargé de l'application de cette convention et des décisions de la Cour. Donc merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et je voudrais commencer par une question très simple, peut-être aussi pour ceux de nos spectateurs qui connaissent moins bien la Cour européenne des droits de l'homme. Avant que nous rentrions dans les questions de concurrence, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle de la Cour, à quel moment elle intervient dans la procédure et comment ces décisions s'imposent au juge national? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil, pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très content de pouvoir participer à cette discussion parce que j'espère qu'il y aura des échanges aussi pour nourrir notre réflexion commune. La Cour européenne est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe qui est en charge de veiller au respect des droits qui y sont protégés. Elle est composée d'un juge élu, et élu, c'est important de le rappeler, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au titre de chacun des États. Depuis l'expulsion de la Russie, il y a 46 États. Et donc, nous sommes 46 juges. Tous les membres de l'Union européenne sont membres du Conseil de l'Europe. Et vous avez la grande Europe du Nord, de l'Est, du Sud, qui va de l'Islande à la Turquie. Pour le travail de la Cour, il est marqué du sceau de la subsidiarité, principe directeur qui figure dans notre préambule, et qui se traduit procéduralement par le fait que la Cour ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, même si la pierre angulaire du dispositif est le recours individuel. N'importe qui peut venir directement devant nous, sans avocat. En tout cas dans le premier stade de la procédure, il ne peut le faire qu'après avoir exercé toutes les voies de recours accessibles et effectives disponibles dans son État. Donc ça, c'est la première traduction de la subsidiarité, procéduralement parlant. La subsidiarité se traduit également matériellement par le fait que la Cour ne substitue pas son appréciation à celle des autorités nationales. Ça n'est pas une quatrième instance. Et elle n'intervient qu'à sa place, dans le respect des marges d'appréciation qui sont reconnues aux États, et compte tenu de ce que les autorités nationales ont fait à leur place pour prendre en compte la Convention, parce que le concept de responsabilité partagée signifie que ce sont d'abord les autorités nationales qui doivent veiller au respect de la Convention et des droits garantis, c'est-à-dire le législateur quand il prend la loi, l'administration quand elle la met en œuvre, et le juge interne quand il contrôle le respect non seulement de la loi interne, mais aussi des droits fondamentaux, notamment protégés par la Convention. Et donc je comprends de votre réponse que les décisions de la Cour ont une portée erga omnes, c'est-à-dire ne s'appliquent pas uniquement à l'affaire dont il est question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans quelle mesure comment le juge national va les prendre en compte, et le législateur, comme vous venez de le dire? Alors, d'abord, les arrêts de la Cour sont exécutoires. C'est une Cour internationale dont les arrêts sont contraignants pour les États,
et donc ça c'est un élément très important, qui doivent du coup exécuter nos arrêts, c'est-à-dire quand il y a des constats de violation, octroyer la satisfaction équitable accordée par la Cour, mais parfois aussi prendre des mesures générales pour remédier à une incompatibilité structurelle qui serait détectée dans l'ordre interne. C'est aussi ensuite à chacune des autorités nationales, dont le juge interne, de faire en sorte d'intégrer dans sa pratique, dans sa jurisprudence, dans son contrôle, les exigences attachées à la Convention telles qu'interprétées par la Cour. Donc, première chose, nos arrêts sont exécutoires. Deuxième chose, il n'y a pas de règle de double standard, c'est-à-dire que ce qui est jugé pour un État vaut pour les 46 États. Donc la jurisprudence, par exemple, dans une affaire italienne, je donnerai des arrêts concernant l'Italie ou la République tchèque, elle vaut pour les 46 États, donc pour la France, et évidemment pour les cas français, c'est pareil. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans une démarche très casuistique, puisque recours individuel, contrôle, comme on dit, ex post, de facto, in concreto, si on veut parler beaucoup en latin, donc on a toujours une démarche liée au cas d'espèce. Mais en tranchant le cas d'espèce, c'est-à-dire en appliquant aux circonstances de l'affaire des principes généraux, voire en adaptant ces principes généraux, car notre jurisprudence est vivante, elle fait vivre la Convention, ou parfois même en innovant face à des situations nouvelles, justement, eh bien, nous allons dégager des règles qui vont, d'une certaine manière, ensuite se greffer sur l'arsenal conventionnel et irriguer, comme vous l'avez justement dit, l'ensemble des ordres juridiques internes. Mais, et je terminerai par là, je crois que ici, vous pratiquez beaucoup de droit de l'Union européenne, l'autre ordre juridique européen. Ça n'a rien à voir. Et je voudrais insister là-dessus. D'abord, nous avons l'effet direct, c'est certain, mais nous n'avons pas la primauté. Et nous n'avons pas l'uniformité. Nous ne sommes même pas un droit d'harmonisation. Nous sommes un droit de dénominateur commun. C'est-à-dire que la Convention, précisément, va être interprétée de telle sorte que soient définis des standards qui sont des garanties minimales, qui doivent être respectés dans tous les systèmes juridiques, mais compte tenu de leur spécificité. Souvent, j'utilise le terme de biodiversité juridique. Donc la Cour n'est pas là pour imposer un modèle, ni même pousser à adhérer à tel ou tel modèle. Elle respecte les ordres juridiques internes, mais d'une certaine manière, par l'interprétation judiciaire qui est donnée de la Convention, elle embrasse tous les ordres juridiques, j'espère sans les étreindre, c'est ça la subsidiarité, mais pour exhauster leur potentiel de protection des droits fondamentaux. Alors, il y a une biodiversité, il y a aussi un aspect évolutionnaire, voire évolutionniste, c'est-à-dire que votre rôle est de veiller au respect de la Convention, mais aussi de faire évoluer l'application de cette Convention. Je pose cette question car le droit de la concurrence est un droit qui, lui aussi, évolue avec les évolutions de l'économie, et c'est un des rôles de l'autorité de la concurrence qu'il a fait de manière éminente par le passé, d'anticiper les évolutions futures et d'adapter la mise en œuvre du droit de la concurrence. Donc là, il y a une forme de résonance de votre côté également. Tout à fait, la Convention est un instrument vivant, tel que nous le qualifions dans notre propre jurisprudence, c'est-à-dire qu'il nous revient de l'adapter dans le respect de l'intention des pères fondateurs, mais de l'adapter au contexte actuel, de l'interpréter de sorte qu'elle réponde aux besoins contemporains, aux attentes aussi contemporaines. Et c'est pour ça qu'il y a un dynamisme interprétatif, une jurisprudence évolutive. Nous l'assumons. C'est dans le préambule de la Convention qui demande non seulement la sauvegarde des droits humains, mais aussi leur développement. Donc, dans le préambule, il y a vraiment cet axe de progrès. Mais je pense que, voilà, je vais commencer par parler de subsidiarité. Ce progrès ne peut pas être à marche forcée. C'est-à-dire que la Cour ne peut pas pousser avec un agenda qu'on lui prêterait ou qu'on lui prête parfois, pousser dans tel ou tel sens. Comme tous les juges, elle est réactive. Nous sommes inertes par nature, disait Montesquieu. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir et on répond à leurs questions. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir sur la cartographie des questions qui se posent en Europe, et encore une fois, c'est 46 États différents, apparaître des questions récurrentes, des problématiques systémiques,
d'un État à l'autre et qui répondent aux mêmes préoccupations, même s'ils ne se traduisent pas exactement de la même manière. Et la Cour va devoir à ce moment-là participer à la définition de ce standard commun. C'est pour ça que, par exemple, nous travaillons beaucoup sur ce que nous appelons la technique du consensus. C'est-à-dire que nous faisons des recherches de droit comparé en Europe pour voir si à telle situation répond ou non de manière consensuelle, de manière consensuelle les États. Quand il y a un consensus dans les États, ça légitime la Cour pour aller dans ce sens-là. Quand il n'y a pas de consensus, pas encore, la Cour est plus dans le self-restreint et laisse une plus grande marge d'appréciation aux États. Voilà. Un dernier mot peut-être sur le rôle du juge national. Je suis juge élu au titre de la France. Il faut savoir que chaque juge élu au titre d'un pays siège de plein droit dans les affaires contre son pays. C'est un système tout à fait spécifique à la Cour qui était indispensable. Il y a 2 cas dans lesquels il y a une chose... donc c'est même prévu par le traité, de plein droit en chambre et en grande chambre. Jamais en juge unique. Par exemple, un tiers des affaires françaises sont réglées en juge unique par des décisions de rejet pour irrecevabilité manifeste. Le juge national ne traite jamais en juge unique des affaires de son pays, ce qui est très heureux. Et en grande chambre, nous jugeons à 17, le juge national est des planos membres de la formation, mais jamais rapporteur. Alors que dans les affaires de chambre, je peux être rapporteur, le nom du rapporteur n'est pas connu, rapporteur et juge national, mais si je ne suis pas rapporteur, alors je vais siéger comme juge national. De même que quand je vais être le rapporteur d'une affaire concernant un autre État, ça m'arrive, je rapporte des affaires concernant les États qui sont dans la section où siège la France, eh bien le juge national va siéger. Le rôle du juge national, c'est ni d'être l'avocat de son pays, ni le procureur contre son État. C'est d'être l'ambassadeur du système juridique. On est là pour faire comprendre aux collègues les tenants et les aboutissants, parfois compliqués, pour la France parfois très compliqués, du litige. Et notamment, quand on a un arsenal juridique très sophistiqué, comme c'est le cas de la France, pas seulement, eh bien c'est très heureux que dans la formation de jugement, il y ait quelqu'un qui explique. Mais qui explique aussi la résonance du litige en termes sociaux, médiatiques, les enjeux politiques parfois. Donc vraiment, on est là pour que ça soit en connaissance de cause, que cette juridiction internationale, qui exerce une garantie collective sur les droits protégés au nom de valeurs partagées à l'échelle de la Grande Europe, le fasse à bon escient, en connaissance de cause. Alors on va se rapprocher doucement du droit de la concurrence. Et peut-être pour s'en rapprocher, je voulais vous demander comment, peut-être également d'un point de vue historique, d'un point de vue jurisprudentiel, comment la Cour européenne des droits de l'homme en est venue à défendre les droits des personnes morales, ce qui est une évidence pour nous, puisqu'il est clair que la Cour européenne des droits de l'homme s'intéresse aux questions de concurrence, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est peut-être moins évident pour le grand public, pour les citoyens, dans la mesure où la Cour est née historiquement pour protéger des individus, des personnes physiques, et leur intégrité, leurs droits, dans la mesure où le concept même de personne morale peut paraître assez abstrait, voire fictionnel, et dans la mesure où les personnes morales ont des moyens de se défendre qui peuvent être bien supérieurs à ceux des individus. Donc quel est le cheminement qui a conduit la Cour à investir ce champ ? Pour comprendre ce chemin-là, et je dirais aussi sur le chemin qui conduit de droits civils et politiques à des droits économiques et sociaux, puisqu'on est en plein dedans, ils ont été parcourus de manière parallèle, mais c'est bien de les avoir ensemble à l'esprit. La première évolution, elle est en germe dans l'architecture normative de la Convention qui part du principe très clair qu'il y a des débiteurs des droits, qui sont les États. Et l'État devant nous, l'État défendeur, c'est vraiment l'ensemble des autorités nationales, c'est-à-dire que pour nous, l'État est c'est sa responsabilité internationale qui est susceptible d'être engagée, et donc c'est l'État, le législateur, l'administration, les juges, ils forment ce bloc d'autorités nationales. Donc ça, c'est très important, et c'est l'État qui est débiteur du respect des droits protégés. Et en dernier ressort, les juges internes. Et puis, il y a les titulaires des droits. Et les titulaires des droits, ce sont ce qu'on appelle les particuliers. Et ces particuliers, ce sont d'abord les personnes physiques, mais ça peut être aussi, effectivement, des organisations non gouvernementales. Et qu'est-ce que nous appelons organisations non gouvernementales ? Nous appelons personnes morales non publiques. C'est pour ça qu'en principe, et c'est très marrant pour un Français
et surtout pour quelqu'un comme moi qui était juge administratif, mais les collectivités publiques ne peuvent pas être justiciables devant nous. Au Conseil d'État, on a des communes qui attaquent l'État. Mais pour nous, c'est un démembrement de l'État. Et du coup, elle n'est pas titulaire des droits. Donc, elle ne peut pas venir se plaindre d'être victime d'une atteinte des droits qu'elle ne possède pas. Et en revanche, tout ce qui n'est non gouvernemental, donc ce n'est pas au sens ONG, vous avez bien compris, même si les associations, dans certains cas, très restrictivement entendues aussi, peuvent se voir reconnaître la qualité de victime, mais les personnes morales, à commencer par les sociétés, qui, dans l'architecture, se trouvent rangées dans la catégorie des particuliers, se voient reconnaître un certain nombre de droits, évidemment. Mais commençons par le droit protégé par l'article 1er du protocole 1, droit au respect des biens. Tout de suite, on comprend, et c'est pour ça que je parle de l'autre chemin, ce droit économique. On voit très bien pourquoi une entreprise peut venir devant notre cour dire qu'on a porté une atteinte excessive à sa propriété en réglementant l'usage des biens, par exemple. Donc tout de suite, on voit bien que ça va de soi, il y a comme une évidence. Alors ensuite, les droits procéduraux, l'accès au juge, lorsque une procédure judiciaire est engagée, l'équité du procès, ça va de soi aussi, c'est juste l'étape d'après. Je suis victime, et comme la subsidiarité exige que je puisse d'abord engager et activer les procédures internes, je peux être aussi victime à ce titre-là, parce que mon procès n'était pas équitable. Donc on voit bien le droit de procédure, assez vite, si je vous le présente comme ça vous semble presque évident d'en doter la personne morale. Puis arrivent d'autres droits. Alors évidemment, il y en a qui peinent plus à s'appliquer à une personne morale. Par exemple, le droit au mariage, on n'a pas encore été le transposer à la fusion ou à la concentration, exactement. Fabienne m'a ôté la blague en étant plus rapide. Mais bon. Mais parlons d'article 8. Et évidemment, on va en parler, qui est un des articles invoqués dans le contentieux de la régulation économique, financière, de la concurrence. L'article 8, qui protège, au titre de la vie privée, le domicile et la correspondance. On n'a pas beaucoup d'efforts, et ça a été théorisé dans un arrêt Colas Frères contre France, que je pourrais citer tout à l'heure, pour dire, mais une entreprise a ses locaux. Et d'une certaine manière, l'intégrité, vous parliez d'intégrité, que l'on veut protéger par le pavillon de la vie privée protégé au titre de l'article 8, marche très bien pour une entreprise. Et du coup, de proche en proche, on voit très bien que si on part de l'architecture normative, qui est débiteur, qui est titulaire, il n'y a plutôt aucune raison, sinon par la nature de certains droits très spécifiques, de mettre hors champ du cercle des bénéficiaires, des titulaires des droits, les personnes morales. Et ça va avec ce développement aussi de la Convention qui ne protège, parce que nous sommes alors là, très raccord avec tout ce qui est propre aux droits humains, universalité des droits, absence de hiérarchie entre eux, interdépendance. Et donc, ce sont tous les droits qui sont protégés, civils, politiques, économiques et sociaux. Et donc, si on commence à protéger aussi des droits économiques, on voit bien que ceux qui vont être, par exemple, les entreprises dont l'objet même est de faire du profit, ne peuvent pas être protégés qu'à moitié. En faisant cela, il faut qu'elles puissent bénéficier, si besoin en est, de procédures équitables ou de la protection de leurs locaux, de leur correspondance ou d'autres droits qui peuvent d'ailleurs se trouver aussi bien. Je pense à la légalité des délits et des peines, l'article 7, au ne bis in idem dont j'ai parlé dans une autre enceinte, peuvent très bien aussi invoquer ces grands principes qui s'appliquent tout aussi bien à elles qu'aux individus, personnes physiques. Alors, à écouter votre réponse, on pourrait comprendre que finalement, ces droits, et je pense en particulier à l'article 6 et à l'article 8, qui vont être les plus importants pour nous ici, sont finalement aussi importants pour les entreprises que pour les individus et sont appliqués de la même manière par la Cour. Donc est-ce qu'il y a un moment où il y a quand même aussi une bifurcation en termes d'approche, de méthodologie, et est-ce qu'il y aurait même une forme de hiérarchie entre les deux? Est-ce que les droits des individus sont plus importants que les droits des sociétés? Non, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a des modalités d'application adaptées, c'est évident.
Et ça, c'est pas seulement dans la distinction entre personnes physiques et personnes morales. La Cour a toujours une approche très pragmatique. Et nous avons une formule de principe qui dit qu'il s'agit toujours de garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires. Pour qu'ils soient concrets et effectifs, il faut que la protection que nous accordons soit adaptée à la personne qui se plaint d'être victime. Et donc évidemment, nous n'allons pas, par exemple, ça n'a rien à voir, vous allez voir tout de suite pourquoi je dis ça, appliquer les droits à un enfant de la même manière qu'à un adulte, parce qu'il va être dans une situation de particulière vulnérabilité qui va appeler, sans doute, dans certains cas, pas systématiquement, un rehaussement du niveau de protection. Donc nous allons adapter. Pour répondre à votre question, s'agissant par exemple de et je viens à l'entreprise, de la qualité de la base légale. Car au titre des plusieurs, j'y viendrai sur 8, c'est très intéressant d'avoir ça à l'esprit à chaque fois. Il y a les trois étapes du contrôle que nous exerçons. L'étape de la qualité, de la base légale, de l'ingérence. Nous allons apprécier son accessibilité, sa prévisibilité aussi, compte tenu du point de vue du requérant. Et donc, mais les juges internes font la même chose. Pour un professionnel avisé, on va réputer plus facilement accessible, donc plus facilement prévisible la mise en œuvre d'une norme que pour un citoyen lambda, vulgum pecus, qui n'est pas réputé être spécialiste ou pouvoir avoir les moyens de s'entourer de conseils éclairés. Donc, déjà, effectivement, pour les professionnels, les entreprises qui ont à la fois la surface financière suffisante pour s'entourer d'avocats parfois très chers et aussi parfois très compétents, eh bien, on va tenir... On ne vous demandera pas si c'est corrélé. J'ai juxtaposé. J'en sais rien, je sais pas... Vous êtes dans le domaine mieux placé que moi pour savoir. mais on va tenir compte de ça, effectivement. Donc c'est très pragmatique, c'est très réaliste. Et pour prendre, j'anticipe un peu sur 8, c'est-à-dire en termes évidemment d'opérations de visite et de saisie. L'ingérence, puisque l'atteinte, nous la qualifions toujours ingérence dans l'exercice d'un droit. L'ingérence est effectivement à un instant T la même selon que vous avez une perquisition chez un individu ou une opération de visite et de saisie dans une entreprise. Mais la Cour, à partir du moment où elle a fait cet effort d'appliquer 8 aux personnes morales, a immédiatement reconnu une plus grande marge d'appréciation aux États pour l'application du 8 aux personnes morales. Donc, je réponds à votre question, oui. C'est le même droit, ce sont les mêmes exigences, mais appliquées de façon modulée pour tenir compte dans la démarche casuistique, pragmatique qui est celle de la Cour, de la configuration du litige. Donc effectivement, l'intégrité du domicile d'une personne morale est tout autant protégée que celle d'un particulier, mais dans notre jurisprudence, et ça c'est constant, nous accordons une marge d'appréciation plus grande aux États, c'est-à-dire une sorte de franchise d'action dans la mise en œuvre du droit plus large. Alors, on va passer aux questions de concurrence, mais je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions d'ores et déjà dans l'assistance sur les sujets qui ont été abordés. J'espère qu'il y a des questions, parce que le temps passe vite, mais si je parle tout seul, il va finir par paraître long. Enfin, nous parlons tous les deux, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, j'espère qu'il y a... Donc Fabienne Sierdet-Garnier. Alors, on te verra pas à l'écran parce qu'on n'est pas organisé comme ça, mais en parlant près du micro, tous les spectateurs pourront t'entendre. Non, peut-être pour rester sur les généralités, quelles peuvent être les conséquences concrètes d'un non-respect des décisions de la Cour pour un État ? Alors, c'est très clairement organisé dans le système. La Cour n'est pas en charge de l'exécution de ses propres arrêts. C'est le comité des ministres, organe politique, qui est chargé de veiller au respect par les États des arrêts que nous rendons. Et nous pouvons dire des choses dans nos arrêts. Sous 46, c'est l'article 46 qui prévoit le caractère exécuteur de nos arrêts. Donc parfois, comme on dit dans notre jargon, sous 46, on fait des observations. C'est-à-dire qu'on donne une sorte de mode d'emploi pour guider l'exécution de notre arrêt. Mais ensuite, c'est le comité des ministres qui va, avec l'État condamné, puisque ça ne marche que pour les condamnations, évidemment, de constat de violation, présenter au comité des ministres
des affaires étrangères, généralement représentés par les ambassadeurs près du Conseil de l'Europe, les modalités d'exécution. Et il y a des résolutions, des clôtures, des passages en surveillance soutenus. Bon. Et il y a des États qui peuvent être durablement en manquement, si je puis dire, pour exécuter. Alors, le traité prévoit un dispositif qui est l'article 46, paragraphe 4, que le comité des ministres peut saisir la Cour face à un refus politique, puisque là, c'est politique, durable, et demander à la Cour de constater s'il y a manquement ou non dans l'exécution. Ça, c'est arrivé 2 fois pour le moment. Le premier cas concerne l'Azerbaïdjan, le deuxième, la Turquie. Et s'il y a constat de manquement, nous prononçons condamnons l'État à une somme. Voilà. Mais je dois dire que ça n'a pas résolu l'affaire Kavala contre Turquie, qui a donné lieu à ce constat de manquement. L'arrêt Kavala, dans lequel la Cour avait demandé la libération de M. Kavala, qui est emprisonné, n'est toujours pas exécuté. Donc, il y a un moment, on bascule du judiciaire au politique, et c'est très heureux. C'est très heureux. S'agissant d'une juridiction internationale, ce n'est pas à la Cour de veiller au respect de ces arrêts. Il y a cette corde de rappel judiciaire de la procédure 46.4, mais après, voilà, c'est aux États souverains, sur un plan politique, par cette garantie mutuelle ce contrôle mutuel qu'ils exercent les uns sur les autres, de régler le problème. Merci. Alors, pour en venir aux questions de concurrence, alors on a sûrement ici, dans cette salle, des tas de questions voilà, qui nous intéressent dans notre vie quotidienne, aussi bien du côté des services d'instruction que du côté du collège de l'autorité. Mais peut-être à titre d'introduction, est-ce que vous pouvez à grands traits, nous expliquer quelle est la place de la concurrence dans vos activités? Alors peut-être, je ne sais pas si c'est en nombre de dossiers, ou en tout cas, voilà. Et comment vous abordez ces questions? Alors, le contentieux de la régulation, de manière générale, appelons-le comme ça, occupe une place assez résiduelle par rapport aux milliers d'affaires, dizaines de milliers d'affaires qui sont pendantes devant la Cour. Mais généralement, il est toujours porteur de questions assez systémiques. Donc, il va donner lieu à des arrêts, et non pas des décisions d'irrecevabilité bien souvent, et peut-être parfois même des arrêts de grande chambre, parce que ce contentieux de la régulation va poser des questions spécifiques qui peuvent intéresser tous les systèmes comparables, on va dire. Et du coup, il est quantitativement peu important, mais qualitativement de haut à haut enjeu, à fort enjeu. Alors, il y a par exemple, et j'en profite, vous avez dit un mot, pour dire qu'il y a notamment 2 affaires pendantes devant notre Cour qui concernent la concurrence, dont je ne dirai rien d'autre qu'elles sont pendantes, car je suis tenu au devoir de réserve, et je me bornerai ensuite à ne parler que des affaires déjà jugées. Il y a l'affaire que vous connaissez très bien, Akiolis, qui est une requête dirigée contre la France, qui est donc pendante, et je dis ça pour ne plus en parler. Et il y a 3 affaires qui concernent les Pays-Bas, qui sont renvoyées devant la Grande Chambre, qui tiendra normalement une audience au mois de mars, et qui posent une question. Vous trouvez sur le site de la Cour des communiqués de presse qui présentent les questions pendantes devant la Grande Chambre. Donc là, ce sont les articles 8 et 13 qui ont été invoqués dans ces 3 affaires contre les Pays-Bas, qui concernent la transmission de données qui avaient été recueillies dans le cadre d'enquêtes pénales, de procédures pénales, à une autorité, en l'espèce l'autorité de la concurrence néerlandaise, et qui a utilisé ces données dans le cadre d'une enquête sur une implication des sociétés requérantes dans des pratiques de fixation des prix. Et il y a un grief tiré de la violation de 8 quant au principe même de la transmission et de l'utilisation des données recueillies dans le cadre d'une procédure pénale dans le cadre d'une procédure de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc c'est une affaire intéressante qui va vous intéresser forcément et qui est porteuse, c'est l'illustration de questions systémiques à fort enjeu. Voilà. Et j'en dis pas plus, là aussi, il y aura une audience, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, la voir en ligne, puisque les audiences sont filmées et retransmises avec un tout léger différé. Alors, donc voilà, j'espère que j'ai répondu.
Oui, merci. Aciolis est aussi pendante ici, donc je n'en parlerai pas non plus. Voilà. Je sais. Peut-être une question complémentaire sur, puisqu'on parle de concurrence, qui est une compétence de l'Union, et l'Union européenne n'est pas membre n'est pas partie à la Convention, enfin, elle n'est pas membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on traite ces sujets alors que le Oui. cœur des sujets, c'est-à-dire la Commission européenne, la DG Comp, n'est pas dans votre champ? C'est une question qu'on peut vraiment... Là, le domaine de la concurrence est très emblématique de cette question-là. On peut le trouver aussi dans le mandat d'arrêt européen, donc des domaines où il y a une compétence propre des institutions de l'Union européenne très forte. Pour le moment, vous l'avez dit, l'Union européenne n'a pas adhéré à la Convention. La procédure, les négociations d'adhésion ont repris et avancent. Peut-être que ça finira par aboutir, mais pour le moment, elle n'est pas partie à la Convention. Nous avons développé une jurisprudence, et c'est la même chose côté Luxembourg, qui veille à l'harmonie entre les deux ordres juridiques. Bon, la Charte des droits fondamentaux fait le pont avec notre Convention, la jurisprudence de Luxembourg faisait le pont avec notre jurisprudence, et nous avons, vous le connaissez certainement, la jurisprudence Bosphorus sur la présomption de protection équivalente, c'est-à-dire quand un acte d'un État est réputé conforme au droit de l'Union, il y a une présomption de compatibilité avec la Convention. C'est une figure jurisprudentielle extrêmement utile, parce que jusqu'à présent, quand une question, par exemple, de droit de l'Union, de la concurrence, se pose devant nous, c'est toujours par le truchement d'un État membre de l'UE, mais qui va être attaqué devant notre cour à raison d'un acte qu'il aura pris ou une règle qu'il aura appliquée en conformité avec le droit de l'Union. Et c'est pour ça que cette présomption Bosphorus est essentielle, parce qu'elle met de la cohérence ex post, là où pour le moment, tant qu'il n'y aura pas d'adhésion, il n'y a pas de cohérence ex ante. Voilà. Donc nous avons construit par nos jurisprudences, qui sont beaucoup en écho les unes par rapport aux autres, ces outils de convergence et de prise en considération. Donc effectivement, nous faisons du droit de l'Union, mais par ricochet d'une certaine manière. Donc nous pouvons avoir... Alors, ce qui changerait, c'est peut-être votre question, si l'Union européenne adhère, c'est qu'elle deviendrait partie à la Convention, pourrait, pour ses compétences propres, être traite dans des litiges devant notre cour avec un juge au titre de l'UE qui répondrait alors, comme la France, l'Allemagne ou la Géorgie répondent, des plaintes fondées sur les allégations d'atteinte à des droits protégés par la Convention. Et donc j'imagine que dès lors que c'est l'Union européenne qui adhérera à la Convention, vous ne ferez pas plus de différence entre, mettons, la Commission et le Conseil que vous n'en faites entre l'État et la commune Alors ça, c'est d'Ivry-sur-Seine. Mon silence sera à la hauteur de la pertinence de votre question, parce que ce sont des questions sur lesquelles on travaille. Vous vous doutez bien qu'en interne, on a des comités de travail sur les méthodes, parce qu'il faudra adapter notre façon de travailler. On réfléchit à beaucoup de choses nouvelles auxquelles nous devrons apporter des réponses. Ça fait partie effectivement des questions qu'on se pose, mais là, c'est encore dans la boîte noire tout ça. Mais c'est une des questions évidemment qui va se poser. Oui, j'y pense aussi au titre de mes fonctions précédentes à la Banque Centrale Européenne, qui a souvent été attraite qui a parfois été attraite dans des affaires chez vous, mais évidemment à travers les États membres, et pas directement. Oui. Alors, il y a des questions qui nous intéressent sur les différentes étapes de la procédure et la manière dont vous pouvez être amené à vous prononcer sur ces étapes, aussi bien à l'instruction qu'au moment de la décision. Mais avant d'en venir là, je voulais vous poser une question d'organisation ou de gouvernance qui a trait à la séparation des fonctions d'instruction et de décision. Séparation qui est stricte à l'autorité de la concurrence et qu'on applique strictement avec le rapporteur général qui est ici présent. Mais force est de constater que cette séparation n'est pas mise en œuvre de la même manière dans les différents États membres. Sans parler de la Commission européenne, dont on ne parlera pas en raison de la discussion qu'on vient d'avoir.
Et qu'on a des nuances fortes entre, par exemple, votre décision Menarini, qui est attrait à l'autorité de la concurrence italienne, et la jurisprudence de la Cour de cassation, je pense à Campenon-Bernard en particulier. Voilà, donc est-ce qu'une autorité administrative en charge d'une matière qui est pénale, mais elle-même étant une autorité administrative, doit appliquer strictement les exigences de séparation de l'article 6? Alors, c'est une question cruciale. Ça me permet de dire 3 choses d'emblée. Premièrement, dans notre convention et dans notre jurisprudence, nous avons toujours admis qu'un État puisse aller au-delà du standard minimal que nous dégageons. Donc, voilà, d'une certaine manière, qui respecte le moins peut le plus. Et nous n'avons pas apporté de constat dessus, ni à dire c'est bien aller au-delà, etc. Nous constatons qu'il est loisible aux États, donc aux juges des États, et c'est leur problème dans leur ordre juridique interne, d'aller au-delà de ce que notre jurisprudence exige à titre de garantie minimale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous faisiez allusion à ma précédente carrière au Conseil d'État. Et j'ai fait beaucoup de régulation économique, mais c'était pas la concurrence, mais c'était beaucoup d'AMF, de COP, de commissions bancaires. J'ai conclu sur beaucoup d'affaires. Et il y a une chose qui est frappante, et plus ça fait 3 ans et demi que je suis à la Cour européenne maintenant, je le constate de plus en plus, et pas seulement vis-à-vis des juges français, c'est que la responsabilité partagée doit s'exercer compte tenu des offices respectifs de chacun. Et comme notre presque, je vais dire, préoccupation première n'est pas d'influer sur la manière dont chaque ordre juridique organise ses propres modes de contrôle, d'une certaine manière, la boîte à outils juridictionnelle de chaque État fonctionne en fonction justement de comment elle est façonnée. La seule chose que nous attendons de cette boîte à outils, de cet instrumentum interne, c'est qu'à la fin, la situation produite par l'ordre juridique et les acteurs de cet ordre juridique dans l'ordre national soit compatible avec les exigences de la Convention. Mais il y a parfois un hiatus entre l'office du juge interne et nous, la manière dont nous exerçons notre supervision. Car nous ne sommes pas un juge de la légalité, nous sommes un juge de la responsabilité et nous examinons la compatibilité d'une situation avec la Convention. Mais quand le juge judiciaire, vous parliez de la jurisprudence de la Cour de cassation, ou le juge administratif, lui, est saisi d'un moyen de conventionnalité, eh ben, il doit le traiter à la manière du juge de cassation judiciaire ou du juge de premier ressort administratif. Et comme, évidemment, nous n'avons aucune prétention à imposer une façon de faire. Il y a plein de systèmes différents, common law, droit continental, dualité de juridiction, parfois des panels non judiciaires, et nous acceptons l'efficacité d'un contrôle non purement juridictionnel. Bon. Nous respectons tout cela. Whatever works, ce qui compte, c'est le résultat. Mais le problème, c'est que parfois, pour se mettre en compatibilité avec les exigences de la Convention, les outils qui existent dans l'ordre interne provoquent des effets de surtransposition, si je peux me permettre d'emprunter au droit de l'Union ce vocable. Et je crois que ça vous parle. Bon. Et ils ne peuvent pas faire autrement, sauf à complètement dénaturer. Et nous avons fait ça aussi quand j'étais au Conseil d'État, où vous parlez de la jurisprudence complémentaire. Je pourrais parler de Didier dans l'ordre administratif. Quand, je pense, le juge interne doit, à son tour et à sa place, apprécier le respect de l'équité de la procédure par une autorité de régulation. Il le fait comme un juge interne qui va statuer sur un moyen de l'égalité externe, mais un moyen d'égalité. Et il va peut-être avoir des exigences qui ne seront pas, compte tenu de notre contrôle ex post global, les mêmes que les nôtres. Peut-être qu'elles seront plus systématiques. Et quand le législateur ou le pouvoir réglementaire va se saisir de la question, il va peut-être aussi faire de la surtransposition pour des raisons légitimes, de précaution. Les divisions organiques dont vous parlez sont parfois une réponse qui va au-delà de ce qu'exige notre Convention, mais d'une certaine manière qui borde le système. Donc,
Maintenant, vous parlez de Menarini. Je peux parler aussi d'une autre affaire italienne récente, plus récente, parce que Menarini, qui est très intéressante, qui date de 2011. Mais on a réaffirmé, et je suis venu avec, dans un arrêt de 2020, du 10 décembre 2020, qui s'appelle Edizioni del Roma Società Cooperativa. Je suis très mauvais en italien, comme vous pouvez le voir, et qui concerne l'autorité italienne de régulation des télécoms. Juste, je prends 3 minutes, parce que vous allez voir comment nous, on contrôle. Première étape, est-ce qu'on est dans le champ de 6 ? Là, pas de problème. Les sanctions pécuniaires ont été considérées comme pénales au sens de l'article 6. On est dans le champ de 6. Deuxième étape, est-ce que la procédure devant l'AGCOM, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été équitable ? Voilà ce que dit l'arrêt. Le règlement de l'AGCOM prévoit une certaine séparation entre les organes chargés des enquêtes et l'organe compétent pour se prononcer sur l'existence d'une infraction et l'application de sanctions. C'est le responsable de la procédure qui formule les accusations et mène les enquêtes, dont les résultats sont résumés dans un rapport contenant des conclusions et des propositions quant aux sanctions à appliquer. Mais la décision finale, quant aux sanctions, revient exclusivement à la Commission. Cependant, poursuit la Cour, le responsable de la procédure et la Commission des sanctions ne sont que des branches d'un même organe administratif, agissant sous l'autorité et la supervision d'un même président. Et à cet égard, il n'a été prouvé l'inexistence de garde-fous au sein des différents départements, ni la nature formelle de l'une ou l'autre des fonctions. Pour la Cour, ceci s'analyse en un exercice consécutif de fonctions d'enquête et de jugement au sein d'une même institution. Or, la matière pénale interdit un tel cumul. La procédure n'a donc pas satisfait à toutes les exigences de l'article 6. Et la Cour poursuit. Ce constat de non-conformité de la procédure devant l'AGCOM avec les principes de procès équitable ne suffit pas pour conclure à la violation de l'article 6. Et elle cite Menarini. Et elle fait la même poursuite. Elle regarde si les requérantes ont eu accès à un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction. Et elle dit « Ces décisions de l'AGCOM autorité administrative ont été soumises au contrôle ultérieur d'organes judiciaires de pleine juridiction, le tribunal administratif régional, le Conseil d'État, qui ont tenu des audiences publiques et ont connu en fait et en droit des questions. C'est ça la pleine juridiction. Constat, non-violation à l'unanimité. Et donc vous avez la réponse à votre question. De notre point de vue, ça marche parce que nous avons le big picture, parce que nous venons à la fin. Mais si je me mets à la place du Conseil d'État italien, du Conseil d'État français ou de la Cour de cassation, qui est un chaînon de la séquence nationale, il peut être concevable, et quand moi j'étais au Conseil d'État, je considérais ça concevable, d'imposer plus à ce stade-là sur l'autorité de régulation, pour précisément que cette soupape, qu'est l'organe judiciaire de pleine juridiction qui fait le contrôle, fonctionne à plein régime. Donc les mécanismes fonctionnent de façon complémentaire et pas nécessairement avec le même curseur d'exigence. J'espère que j'ai été clair. Non, c'est clair. On pourra regretter par ailleurs, mais je ne vous demande pas de commenter ce que je vais dire, que le juge... Poker face, c'est très difficile pour moi. Ça. Le juge national n'est pas toujours très cohérent, puisque la Cour de cassation considère par exemple que l'autorité polynésienne de concurrence est une juridiction, alors que l'autorité de la concurrence n'est pas une juridiction. Donc, voilà. Donc, tout ça est peut-être évolutif. Oui, alors je vais garder ma poker face, mais... Je dois dire quand même que dans la jurisprudence de la Cour, ce n'est pas toujours d'une grande clarté aussi. Hein. On a stabilisé la jurisprudence, c'est beaucoup plus clair maintenant, parce que la notion de tribunal au sens 2 a provoqué beaucoup de confusion, je dois dire. Et personnellement, je pense que la jurisprudence de la Cour européenne dans son dernier état est beaucoup plus claire, parce que maintenant, elle fait du Ramos Nunes contre Portugal, comme on dit, en disant... Peu importe que tout, au premier stade, n'ait pas été respecté, s'agissant de l'équité du procès, dès lors qu'au stade ultérieur, il y a un contrôle de pleine juridiction qui a fonctionné devant un tribunal indépendant et impartial, et on distingue, dans la première phase, selon que c'est déjà une juridiction, dans l'ordre interne, ou une autorité administrative. Voilà. Mais parfois, en fait, dans notre jurisprudence, à la Cour, on a organisé une question d'application de la norme. C'est-à-dire dès lors que 6 était applicable à la procédure, parce qu'on était pénal au sens 2, on disait l'organe qui va être le premier à statuer sur une accusation en matière pénale est un tribunal au sens de 6. Donc on a
transférer, si je puis dire, l'applicabilité matérielle de pénal dans la conception autonome qui est post-Engel à une sorte de requalification organique de l'autorité. Et en fait, je pense que c'est pas très clair. C'est beaucoup plus simple de dire on peut être saisi par l'article 6 dès une phase administrative, et c'est tout bien compris à la fin, si je puis dire, du match, qu'on va regarder si les garanties du procès équitable appréhendées globalement ont été respectées. Merci. Je voudrais en venir aux procédures de l'autorité de la concurrence, après avoir parlé de sa gouvernance, et peut-être sous un angle qui est un peu d'actualité, qui est quelque chose que nous vivons aussi bien dans les services d'instruction qu'au niveau du collège, qui est une forme de multiplication de recours autonomes contre différentes phases de notre procédure, et donc une forme d'atomisation de notre procédure avec désormais des recours après les OVS, vous en avez parlé, des actions contre le rapporteur général, des récusations de rapporteurs, des actions contre le rapporteur général quand il classe, ensuite quand il déclasse. Et j'ai une liste à l'après-vert, je lis pas tout, mais ça tombe tous les jours. Bon. Des recours également dans des procédures amiables comme le refus de modifier des engagements, ce qui est une nouvelle tendance, et ainsi de suite. Et donc la question, peut-être vue de Strasbourg, vous arrivez à la fin de tout ça, puisque vous allez juger une situation qui a été créée par cette séquence. Donc comment est-ce que vous appréciez tout ça et comment est-ce que vous allez pouvoir d'une certaine manière reconstituer les différentes étapes de cette procédure alors que vous en jugez le résultat. Voilà. C'est exactement ça. On juge le résultat final. Donc normalement, il faut qu'il y ait une sanction et puis que les voies de recours internes ouvertes contre cette sanction aient été épuisées. Donc c'est non seulement la fin devant vous, mais la fin devant les juges internes. Donc on vient bien après tous ces incidents de procédure que vous évoquez. Alors certains peuvent arriver devant nous et à ce moment-là, souvent, ça va en juge unique parce que c'est ce que nous appelons grief prématuré. Parce que nous disons, là, on ne sait pas encore quel va être, par exemple, sur l'équité du procès, l'impact de telle lacune procédurale alléguée. Parce que le fait que nous intervenions tout à la fin est la clé d'explication pour ce que nous appelons le contrôle de l'équité globale de la procédure. Qui, là aussi, est une approche tout à fait différente de celle du juge interne. Le juge interne, mais c'est aussi parce que c'est un juge de la légalité. Et même quand c'est un juge de la régularité, ou je pense en pénal aux exceptions de nullité parfois, il a tendance à avoir une approche, mais loin de moi l'idée de porter un jugement dessus, je pense qu'elle est adéquate à son office. Un peu de saucissonner les choses. C'est-à-dire, à l'instant T, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que je dois purger dès maintenant? Et c'est d'autant plus important qu'il le fasse que nous, à la fin, on va tenir compte des éventuels effets de purge qu'il y a eu tout au fil de la procédure. Donc nous, on a une position beaucoup plus confortable que la vôtre ou celle des juges internes, parce qu'on vient à la fin. Et on a le big picture. Et du coup, on regarde ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, d'abord, est-ce qu'il y a des lacunes procédurales? Comme ça que nous appelons. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un trou dans la raquette de l'équité? Et il peut y en avoir. Il peut y avoir un problème de non-audition de témoins, de non-accès à certaines pièces du dossier, absence d'avocat, etc. Bon, il peut y avoir des trous dans la raquette. Mais donc, premièrement, est-ce qu'il y a une lacune procédurale? Deuxièmement, quel a été son impact sur l'ensemble de la chaîne jusqu'à la fin? Et troisièmement, comment elle a été traitée? Est-ce qu'on a pu la contester? Est-ce que le juge compétent dans l'ordre interne y a remédié? Ou est-ce qu'il y a eu des garanties postérieures de nature à compenser cette lacune? Et c'est tout bien pesé qu'à la fin, on va dire violation ou non violation de 6. Mais notre rôle est différent de celui de tous les acteurs internes et aussi tient compte de ce que les acteurs internes ont fait. Donc, d'une certaine manière, nous prenons acte de cette atomisation de la procédure, mais aussi nous en tirons les conséquences dans l'appréciation de l'équité globale. C'est-à-dire que peut-être vous, ça vous fragmente le process, c'est certain, ça vous ralentit les choses, ça complique. Bon. Y a des procès dans le procès en permanence. Mais la manière dont c'est traité dans l'ordre interne, c'est une garantie aussi qu'à la fin, la Cour ne trouvera rien à redire sur l'équité globale. Donc ce n'est pas un lot de consolation considérable, mais ça doit vous dire quand même que vous montrez à quel point on essaye d'être réaliste, de prendre en compte à la fois les difficultés qui sont survenues et d'être très concret. Qu'est-ce que ça a provoqué
comme conséquence et quel remède a été apporté à ces conséquences. Et donc, par exemple, je prends un exemple au pénal, pas en régulation, mais on a encore des affaires de déclarations faites en garde à vue à l'époque où il n'y avait pas de notification de droit de garder le silence. Bon. Alors évidemment, c'est une lacune procédurale évidente. Mais on va regarder quel a été, par exemple, le poids de ces déclarations dans la sanction finale. Et s'il y a eu d'autres éléments qui ont conduit à entrer en voie de condamnation, on va purger ça, par exemple. Bon. Et donc, c'est exactement de la même façon qu'on procède dans la régulation économique et financière. Donc, et de la même manière, vous me parliez avant de la durée raisonnable de procédure. Sur la durée raisonnable de procédure, on a une approche globale. Donc nous, on détermine le point de départ et le terme. Et à l'intérieur de tout ça, on va regarder avec les critères de nature de l'affaire, complexité de l'affaire, enjeu pour le requérant, comportement du justiciable, comportement des autorités. Et on va mettre tout ça dans la casserole, comme disent les Anglais. Bien. Évidemment, on ne va jamais reprocher à un justiciable d'avoir fait des incidents de procédure, parce que d'une certaine manière, ça serait reproché à quelqu'un d'utiliser des voies de droit dont on est bien content qu'elles existent. Mais on va, de manière très objective, en tenir compte dans l'allongement des durées de procédure. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il a eu tort de faire ça, mais si tel laps de temps est imputable, objectivement parlant, à tel incident de procédure, la Cour en tient compte. Donc là aussi, c'est une manière très pragmatique que nous avons de procéder et qui, d'une certaine manière, se fait d'autant plus facilement qu'on vient à la fin. D'où l'importance des griefs prématurés. C'est-à-dire que si on est saisi trop tôt, on ne peut pas faire cette supervision subsidiaire. On va devenir un juge de première instance, ce que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas la légitimité ni la compétence technique. Et donc vous assumez une forme d'anachronisme, c'est-à-dire que vous allez juger de décisions prises par le juge national ou par l'autorité administrative à l'aune d'un résultat final qui a inclus d'autres étapes ultérieures. C'est marrant de parler d'anachronisme parce que c'est la première fois que j'entends ce terme pour qualifier le différé d'intervention judiciaire. Oui, à strictement parler, c'est anachronique. Mais peut-être que c'est ça aussi la garantie de la subsidiarité. C'est-à-dire que si on est à chaud dedans, on ne va pas avoir la même position justement de contrôle externe qui n'est pas le juge de la régularité de chaque étape de la procédure, mais encore une fois le juge de la compatibilité d'un résultat. Donc je vais retenir votre formule parce que je pense que je vais la réutiliser. Il y a des bons anachronismes. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle ? Le rapporteur général, Stanislas Martin. Merci. Oui, sur le sujet de l'articulation entre le droit de l'Union et la CEDH, il y a une illustration récente sur le sujet des FADET et de l'accès des autorités de contrôle aux FADET détenus par les opérateurs téléphoniques, où, de mémoire, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie dans une affaire britannique. Et elle avait posé des conditions procédurales pour qu'une autorité de contrôle puisse accéder aux FADET, donc notamment l'autorisation par un juge ou un mécanisme de contrôle équivalent. Là où la Cour de justice, sur la base de la Charte des droits fondamentaux, a une approche beaucoup plus restrictive. Ouais. Est-ce que vous avez une appréciation sur ce sujet ? Alors, je ne porterai pas d'appréciation sur la jurisprudence de la Cour de Luxembourg pour raison que vous comprenez très, très aisément. Mais je profite de votre question pour vous dire comment nous regardons le respect du BIT dans un volet procédural, parce que c'était un élément que je voulais aborder. Dans des approches souvent retenues, on répartit les droits de la Convention entre droits procéduraux, 6, on vient d'en parler abondamment, et puis droits de fond, droits matériels, 8 par exemple. Il faut savoir, et vous le voyez très bien, que dans notre jurisprudence se développe de plus en plus le volet procédural des articles matériels. C'est-à-dire que nous avons des exigences procédurales qui participent du respect d'un droit de fond. Alors, sous 2, respect à la vie, 3, respect à la dignité, ça a commencé par là. Notamment avec les obligations de diligence dans les investigations pour mener une enquête après un décès, suspect, etc. Et puis ça a ruisselé, et puis maintenant on se trouve sous 10 aussi, liberté d'expression, et sous 8, puisque c'est le sujet, tout particulièrement, avec un volet procédural. Ce volet procédural, c'est les garanties qui doivent être accordées à la personne qui va voir
droit au respect de la vie privée, faire l'objet d'une ingérence. Ces garanties, ce n'est pas seulement les garanties de la procédure. Par exemple, on parlait des OVS, d'avoir la possibilité d'avoir un mandat circonscrit, si c'est les locaux d'un avocat, le bâtonnier, etc. C'est aussi la possibilité d'avoir accès à des voies de recours. Et vous avez parfaitement raison de dire que s'agissant des visites domiciliaires, la Cour va regarder s'il y a une autorisation faite par un juge ex ante ou un contrôle judiciaire ex post. La Cour, à chaque fois, dit et répète toujours, elle n'impose pas un modèle, elle n'impose pas systématiquement l'un ou l'autre, elle regarde ce qui existe. Et par exemple, si la visite n'est pas autorisée par un juge, ça peut être compensé s'il y a un contrôle judiciaire ex post qui va apporter cette garantie contre l'arbitraire, car c'est ça la clé, le volet procédural, c'est toujours la garantie contre l'arbitraire. Et ça va de pair avec le respect du fond. C'est-à-dire qu'effectivement, je parlais des 3 étapes tout à l'heure. Les 3 étapes, c'est très important. Pour un droit comme 8, c'est un droit dérogeable. Vous avez systématiquement à vérifier la qualité de la loi, c'est-à-dire l'accessibilité et la prévisibilité de la base légale, le but légitime poursuivi, et puis la proportionnalité de l'ingérence. Et dans la proportionnalité de l'ingérence, on retrouve l'ombre portée des garanties contre l'arbitraire. Parce que beaucoup d'affaires reposent sur l'allégation de saisie indiscriminée. Et donc, ils vont au-delà... étonnant, non? Voilà. Et qui vont au-delà de l'objet réellement poursuivi. Bon. Vous vous doutez bien que s'il y a un juge qui autorise en amont et qui circonscrit, qui périmètre de la façon la plus précise possible l'opération, cette garantie procédurale et formelle vient au renfort de l'exigence de fond de la proportionnalité, c'est-à-dire pas d'opération de saisie excessive. Donc l'un va avec l'autre. Et c'est vrai que nous concevons les deux ensemble dans notre jurisprudence. Donc voilà, je ne parle pas de la jurisprudence de Luxembourg qui aussi repose sur l'application de textes qui sont beaucoup plus prescriptifs, hein. Nous avons un article plastique, l'article 8, et c'est l'interprétation judiciaire qui lui a donné tout son contenu. Et donc, nous veillons toujours quand même à ce que cette interprétation ne fasse pas peser des, on va dire, charges insupportables sur les acteurs. Parce que si on crée des formalités impossibles, c'est sûr qu'elles seront méconnues. Et donc ça ne marche pas. Le juge doit toujours veiller à la soutenabilité de ses décisions. Et donc nous, le développement des garanties de procédure au soutien du respect des exigences de fond, c'est une manière de régler au plus fin, au plus juste, ce qu'on attend à ces stades-là, très préliminaires, des procédures. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais j'en profite, le temps passe, hein, j'ai vu ça beaucoup plus vite que je pensais. Je ne sais pas si vous avez vu une décision assez récente qui concerne la France, mais qui concerne l'AMF. Mais parce que, et ça, on n'a pas résolu le problème, il y a une espèce de sous les radars de toutes les décisions qu'on rend. Donc les arrêts statuent sur le fond, violation ou non violation, et les décisions, c'est des jugements d'irrecevabilité. Et ça peut être, parce que ça c'est une caractéristique de notre cours, pour caractère manifestement mal fondé du grief. Donc quand c'est tellement mal fondé, on ne va pas au fond, on n'a pas besoin d'aller au fond, on rejette comme irrecevable. Et on a des décisions, beaucoup, en comité de 3 juges. Est-ce que vous avez entendu parler, sinon j'ai au moins servi à ça, de la décision toute récente, puisqu'elle date du 2 novembre dernier, Bell, Gitti et Sniber contre France, s'agissant des pouvoirs de visite et de saisie des enquêteurs de l'AMF. Très belle décision. Ah. Oui. Bon, on en a entendu parler. Voilà. Vous, alors, ce qui est intéressant, tant mieux. Ben, ça veut dire qu'on n'est pas complètement sous les radars. Alors ça me rassure. Parce que ah oui, bah, l'AMF, oui, elle est notifiée à l'AMF, donc je me doute qu'elle a dû s'en prévaloir. Mais c'est intéressant parce qu'elle ne concerne pas que l'AMF. On est sur la première étape. Il faudrait peut-être la résumer brièvement pour tous les gens qui nous regardent. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui la connaissent. Là, on est en fait face à des personnes qui étaient membres du conseil d'administration d'une société, laquelle société fait l'objet d'une opération visite et de saisie, et eux, ils ne sont pas occupants des lieux, mais comme ils sont membres du conseil d'administration, ils sont dans les lieux. Et un certain nombre de données les concernant sont saisies à cette occasion. Et ils viennent dire la base légale
n'est pas de qualité suffisante. C'est-à-dire, ce n'était pas prévisible pour nous de savoir qu'au seul motif qu'on serait ce jour-là dans les lieux, on pouvait aussi faire l'objet de l'OVS. Et ils contestent au regard de 8, et là, ça c'est intéressant, 8 volets matériels. Puisque là, la base légale, c'est la première étape du contrôle de fond. Base légale, qualité de la loi, qui fonde l'ingérence, but légitime poursuivi, nécessité, c'est la proportionnalité de l'ingérence. Et la Cour va admettre, dans une décision assez brève, et c'est normal, c'est MIF, donc MIF, c'est-à-dire manifestement, manifestly ill-founded, bon, c'est comme ça qu'on jargonne chez nous, donc manifestement MMF, je devrais dire, mais on dit toujours MIF quand même. Et on regarde la jurisprudence ici aussi, hein, vous faites du jargon en anglais, je parie. Alors, comme ça, on se donne l'impression d'être bilingue à bon compte. Ça rassure. Ah, j'ai fait un MIF. Voilà. Bon, donc, la Cour dit l'interprétation finalement retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et c'est ça la subsidiarité. On tient compte de ce que les juges internes ont dit, du caractère, comme on dit toujours, à la fois suffisant et pertinent de leurs motifs. N'est contraire ni à la lettre, ni à l'esprit, l'article c'est celle 621-12 du CMF. Elle note en outre que celle-ci contribue à la sécurité juridique. La Cour de cassation ayant précédemment, c'est pour ça que je pensais que ça pouvait vous intéresser, interprété dans le même sens des dispositions similaires relatives au pouvoir de visite et de saisie du fisc et de l'autorité de la concurrence. Et pour vous, je l'ai devant les yeux, je crois que si la Cour ne s'est pas trompée, L450-4 du Code de commerce. Bien. Et donc, rien ne lui permet de considérer cette interprétation comme manifestement déraisonnable. J'en passe, parce qu'elle est courte, mais je ne vais pas faire les minutes qui nous restent à la citer. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le 28. Au vu de ce qui précède et compte tenu, c'est ce que je disais pour répondre à une de vos questions, de la qualité des requérants, qui sont des professionnels familiers du monde des affaires, la Cour estime qu'à la date de l'ingérence litigieuse, ceux-ci étaient en mesure de prévoir à un degré raisonnable et en s'entourant en besoin de conseils éclairés, que des saisies pouvaient être effectuées entre leurs mains s'ils venaient à se trouver dans les locaux visités par les enquêteurs de la MAF. La base légale de l'ingérence litigieuse était donc prévisible. Et alors, il y a, c'est bientôt Noël, un petit obiter dictum à la fin. Elle note en outre que les requérants ne contestent pas la justification de cette ingérence. Compte tenu des éléments à sa possession, la Cour estime que les saisies poursuivaient des buts légitimes et qu'elles pouvaient passer pour nécessaires dans une société démocratique. Donc, on a été au bout, là, on a été au bout du raisonnement. Non, mais on fait ça aussi quand on a les moyens de le faire pour que les gens ne reviennent pas avec un autre grief, parce que sinon, c'est pas vraiment un obiter dictum, c'est aussi pour faire reste de droit, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est exactement ce que je voulais dire aussi de l'importance de chacune des 3 étapes de notre contrôle. Je voulais parler de l'équité globale de la procédure et je voulais parler aussi de la séquenciation du contrôle sous 8. Vous avez peut-être encore des questions parce qu'il est bientôt 16 heures. Alors, j'avais prévu de dire plein de choses, mais finalement, je parle trop sûrement. Je vais rendre la parole à la salle s'il y a une dernière question. Non. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je suis Mathieu Relange, membre de la direction juridique de l'autorité. Et la question que j'ai, une question peut-être de sociologie comparée ou de droit comparé. La France est le pays des droits de l'homme. Alors peut-être pas au niveau du respect des droits de l'homme, ça c'est pas moi de le dire, mais au niveau de la passion des droits de l'homme. Je dis ça parce que j'ai exercé à Bruxelles précédemment. Et j'ai pu observer que les avocats d'autres juridictions n'avaient pas forcément les mêmes passions à l'égard de cette matière que les juristes français. Au contraire, ici, nous avons très peu de contentieux dans lesquels les droits de l'homme ne sont pas invoqués. C'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, qu'un avocat n'ait pas respecté des règles procédurales dans du contentieux à la cour d'appel pour qu'il invoque immédiatement l'article 6, les règles procédurales en question étant considérées comme contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Je voulais savoir si, en tant que juge français à la Cour, vous aviez également une appréciation de cette passion française pour les droits de l'homme et sur le peu de sérieux que parfois ces arguments peuvent avoir à nos yeux pour peut-être nous aider à mieux affronter ce genre d'arguments. Parce qu'en fait,
nous sommes ravis de accueillir ces arguments, de les prendre au sérieux, et alors que de temps en temps, il se trouve qu'il manque peut-être un peu de sérieux, ce qui pose d'autres problèmes politiques probablement. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Alors, c'est une question à 15 facettes. Je commencerai par dire, je ne peux pas dire autre chose que je me réjouis qu'il y ait encore des passions pour les droits de l'homme aujourd'hui. La mienne ne s'éteint pas, donc s'il y en a, elle est partagée, tant mieux. Parfois, la passion égare. C'est tout à fait juste. Et tous les juges, quels qu'ils soient, voient des requêtes parfois avec des moyens fantaisistes ou presque contre-productifs. Ce qui est très important, et c'est les réglages que nous essayons de faire affaire après affaire, c'est que le respect des droits humains, la fondamentalité, comme on dit, ne joue pas contre l'intérêt général, mais soit intégré dans la recherche de l'intérêt général. C'est ce que nous appelons le juste équilibre. Les États sont, je l'ai dit, les débiteurs. Ce sont les garants. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que l'État dans le système actuel pour protéger les gens. Si la protection des droits humains se retourne contre l'État, l'affaiblit à ce point qu'il ruine toute forme d'action publique ou toute légitimité du contrôle du respect des droits humains, on aura fait mauvaise œuvre dans les deux sens. Et c'est pour ça que parfois, un petit peu de, on va dire, modération dans la jurisprudence est bienvenue. C'est pas facile. Alors, de toute façon, le juge se fait toujours reprocher d'aller trop loin ou trop peu loin. Mais ce qui compte, c'est qu'il essaye d'avoir cette recherche du juste équilibre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être à votre place qu'à la nôtre. Parce que nous venons après, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, on a la vision globale du film. Et on peut justement avoir ces éléments de modération, de réglage, d'approche générale. Et l'équité globale de la procédure a été critiquée comme régression jurisprudentielle, ou biboulga, j'ai même lu de la Cour européenne, etc. Pas du tout. Moi, je la défends bec et ongle. C'est une façon, à mon avis, appropriée d'exiger ce qu'il faut sans imposer trop. La réponse que je peux donner à ceux qui sont au front, si je peux dire, c'est-à-dire que vous devez respecter en faisant. C'est-à-dire que vous êtes des opérateurs, vous êtes des acteurs. En agissant, en même temps, vous devez faire ce pourquoi vous êtes mandaté, c'est-à-dire veiller au respect des droits de la concurrence et veiller à ce qu'il n'y ait pas ces lacunes procédurales, ces éléments qui vont ruiner l'efficacité de votre action. Donc vous devez faire les deux, être efficace et respectueux. Plus vous allez, quel que soit le caractère fantaisiste à vos yeux d'un moyen, d'un incident de procédure, d'un truc, plus vous allez le prendre au sérieux, plus vous allez motiver votre réponse, plus vous allez, sans perdre votre temps non plus, mais montrer que vous avez entendu et apporté la réponse, plus nous, à notre niveau ensuite, on pourra tenir compte de ce que vous avez fait. Ce qui compte, c'est la traçabilité des raisonnements et des solutions. Peut-être qu'à un moment, vous allez dire « ça ne vaut rien ». Si vous dites « ça ne vaut rien » et que vous l'écartez par prétérition, nous, on ne sait pas ce que vous en avez pensé. On ne sait pas quel était le remède qui a été apporté dans l'ordre interne. C'est pour ça qu'on a toujours une exigence de motivation. Et je disais motif pertinent et suffisant. Il faut que ce soit pertinent en droit et suffisant, que ça donne à voir la traçabilité. Donc, ne soyez pas paralysés, mais prenez le temps de prendre tout au sérieux, même ce qui n'est peut-être pas à vos yeux sérieux, pour apporter une réponse qui va ensuite être dans la chaîne de l'ensemble des choses que nous allons avoir à considérer. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai encore le temps de parler des amendes pour obstruction ? Bon, alors non, alors... Non, c'est fini. Ça dépend il faut que je m'en aille, j'ai mon train en plus. Ça dépend ce que vous allez dire, mais oui. Oui, avec plaisir. Oui. Non, juste deux choses, parce qu'en préparant cet après-midi, et j'espère que j'ai dit des choses qui vous intéressaient, je suis tombé sur quelque chose que je n'avais pas songé à aborder, qui est deux cas. J'ai trouvé que deux cas, ça ne veut pas dire qu'il y en a deux. Un arrêt Delta Pekarny contre République tchèque, qui est connu parce que, par ailleurs, sur l'autorité de la concurrence, il fait une violation pour l'inspection des locaux. Et puis un arrêt plus récent, enfin oui, plus récent quand même, de 2018, pardon, qui s'appelle
je ne sais pas du tout prononcer le slovène, Produjkia contre Slovénie. Bien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que... Alors l'arrêt slovène est intéressant à 2 titres. Je commence par lui. Dans l'arrêt slovène, il y avait 2 griefs qui étaient pour l'un articulés contre l'amende pour obstruction dont avaient fait l'objet les requérants, et l'autre contre la déclaration, et vous m'avez parlé des avis que vous rendez, la déclaration, donc je pense que c'est un avis, c'est en anglais, donc, sur une sorte de constat de pratique anticoncurrentielle, mais qui n'était assorti d'aucune sanction. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que la Cour a dit que la déclaration qui a été faite, alors je n'ai pas assez expertisé pour savoir si c'est parfaitement transposable à vos demandes d'avis, hein, donc je ne prends pas du tout position là-dessus, mais j'appelle votre attention sur cet arrêt, a dit que cette déclaration, qui n'était assortie d'aucune mesure contraignante pour les requérants, n'était pas saisie par SIS, ni volet pénal, ni volet civil. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. À voir ce que... Voilà. Et alors, c'est la première fois que j'ai vu ça. Hein, bon. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je ne sais pas... voilà. Je me disais que ça pouvait être une analyse à poursuivre pour vous. Et dans l'autre affaire, l'autre grief, là, si ça a été considéré évidemment applicable, c'était une amende, donc on est dans la sanction pécuniaire, une gueule, etc. Et ce qui est assez intéressant... c'est qu'il y a eu violation de SIS parce qu'il n'y avait pas un recours de pleine juridiction qui était ouvert contre l'amende pour obstruction. Donc la Cour, s'agissant de ces amendes spécifiques, qui font, ensuite, ne sont pas, si je peux dire, des sanctions de premier rang, mais des sanctions du comportement faisant obstacle à l'exercice de votre mission de premier rang, a les mêmes exigences sous SIS. C'est-à-dire que si ce n'est pas immédiatement respectueux de l'équité du procès, il faut un contrôle judiciaire. Ça, je voulais le dire. Et la deuxième chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est l'affaire Tchèque de 2015. Et là, c'est au regard de l'article 1er du premier protocole. Et ça, c'est là aussi, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, que l'amende était contestée. Et vous savez que dans le premier protocole, on dit qu'on réserve les amendes, notamment, et les impôts. C'est-à-dire qu'évidemment, la réglementation de l'usage du bien, personne ne va dire que ce n'est pas une réglementation de l'usage de vos biens que de vous taxer des impôts, de vous infliger une amende. Et pour autant, donc, la Cour rappelle que l'imposition d'une amende est en principe une ingérence. Elle dit qu'elle se justifie par le but légitime. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est de dire qu'elle doit chercher s'il y a le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les droits de l'intéressé. L'obligation financière née du paiement des amendes peut compromettre la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à la situation financière. Et à la fin, la Cour dit que l'amende la plus élevée qui avait été infligée, il n'était pas allégué que c'est mis en cause la santé financière ou même l'existence de la société, compte tenu que son chiffre d'affaires était maintes fois supérieur et dès lors, ça ne devait pas être regardé comme une charge exorbitante. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce qu'il y a un autre élément de contrôle du quantum au regard de 1P1. Voilà. Bon, merci, c'est très intéressant. Alors c'est effectivement la décision sur les déclarations ou sur les avis, moi je ne la connaissais pas, donc on va la regarder, c'est intéressant. En cas de sanction pour obstruction, je peux vous rassurer sur le fait que c'est instruit ici sous le régime de la séparation entre l'instruction et le collège, et ça peut faire l'objet d'un recours à la cour d'appel. Donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Très bien. Merci pour tous ces commentaires qui, je crois, nous confirment dans l'importance pour nous, ici, à l'autorité de la concurrence, d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme et votre jurisprudence, particulièrement, je dirais, à un moment où cette convention est attaquée de toutes parts en Europe, et parfois par des responsables politiques. Donc je crois qu'en tant qu'autorité indépendante, nous avons le devoir aussi de montrer, en l'appliquant, qu'elle protège le citoyen et les entreprises, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Et vos commentaires vont nous aider à le faire. Donc merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci beaucoup de votre invitation, des échanges, et j'espère que ça a été utile pour vous. Mais pour moi, sachez que c'est très précieux. Et dans mon rôle de juge national, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a cette nécessité que je sois l'antenne relais finalement du système français à la Cour, comme d'être celle de la jurisprudence dans le système juridique français. Et c'est en étant en contact des autorités nationales, comme j'ai eu la chance, grâce à votre invitation, d'être aujourd'hui, avec des discussions qui me maintiennent dans la réalité de ce qui se passe vraiment en France, que je peux être pleinement, j'essaye d'être pleinement un juge national avisé de ce qui se passe dans le pays. Donc pour moi, c'est aussi un moment qui me nourrit et qui m'instruit. Donc merci à vous.